Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le bilan de mes meilleures lectures pour l'année 2023. Que serait une vidéo meilleure lecture sans que je vous parle bien évidemment d'Émile Zola et de sa saga sur les Rougon-Macquart que je lis maintenant depuis 2 ans. Donc j'en ai lu quelques-uns cette année, j'ai lu Pot-Bouille, Au bonheur des dames dont je vais vous parler ici et La joie de vivre. Je n'ai pas lu Germinal parce que je l'ai déjà lu il y a quelques années, je me rappelle assez bien, donc je continuerai avec l'œuvre plus tard. Ça m'a fait du bien, je crois, de lire un petit peu moins de Zola cette année, ça m'a permis de lire d'autres choses. Mais je suis quand même très contente de 2 volumes que j'ai lus, notamment Pot-Bouille qui précède Au bonheur des dames et Au bonheur des dames. Si vous êtes curieux de suivre l'évolution d'un personnage, je vous conseille de lire Pot-Bouille vraiment avant de lire Au bonheur des dames, mais ce n'est pas obligatoire évidemment. Rapidement, pour donner un peu de contexte, Pot-Bouille c'est l'histoire d'Octave Mouret, un jeune commercial, je crois à peu près, qui vient de la campagne du sud de la France et qui arrive à Paris, qui est pris de haut, qui est assez méprisé par toute la bourgeoisie environnante. Il arrive dans une petite chambre de rien du tout, dans une grande maison bourgeoise, et petit à petit, comme c'est un homme très ambitieux, il va trouver un moyen de se faire une place dans cette société, de gagner en pouvoir, en influence. Et pour cela, il va utiliser les femmes qui vont lui permettre d'avoir accès à certains échanges, certains contacts, et il va comme ça réussir à créer son propre commerce. Et on arrive ensuite au début du bonheur des dames, où il vient juste d'épouser une veuve qui était l'héritière d'un très grand magasin, donc qu'il récupère en l'épousant. Et cette veuve, avec qui il vient juste de se marier, décède rapidement puisque il choisit d'étendre le magasin. Et lors des chantiers d'agrandissement, il y a un accident dans lequel la femme est tuée. Donc déjà, dès le départ, ça commence par nous dire que cet homme a utilisé les femmes pour arriver à la place où il est actuellement, et qu'en plus elles sont victimes plus ou moins de sa mégalomanie un petit peu. Ça m'a fait penser d'ailleurs beaucoup au roman de Maupassant, Bel Ami, que j'adore aussi, qui je pense s'est vraiment inspiré de Pot-Bouille pour écrire son histoire, parce que c'est vraiment le même type de personnage arriviste qui va utiliser les femmes pour monter petit à petit les échelons. Donc, Au bonheur des dames, ça va nous raconter l'histoire de ce magasin Au bonheur des dames, justement, qui est un grand magasin avec plutôt dédié aux vêtements, aux tissus, qui prend de plus en plus de place et qui menace en fait tous les commerces environnants. C'est la première fois qu'on voit ce type de grand magasin dans Paris, c'est une nouvelle, entre guillemets, un nouveau fonctionnement qui arrive. Et ce qui est bien, c'est que Zola va en lister, entre guillemets, ne va pas cacher le vrai intérêt qu'il y a à faire ce type de magasin, mais aussi, bien entendu, nous expliquer toutes les conséquences que ça a sur les commerçants et les artisans qui sont en face, qui se font littéralement écraser, qui se font littéralement envahir par ces grands magasins. Et c'est vraiment des moments qui sont très durs à lire par moments, parce que les gens parfois perdent la tête littéralement parce qu'ils ne supportent pas, en fait ils voient tout autour d'eux qui s'effondre et ils n'ont pas le choix que de se plier en fait aux exigences et aux contraintes qui sont dictées par les patrons de ces grands magasins. Dans tout ça, on a Denise, une toute jeune fille qui vient de perdre ses parents malheureusement et qui arrive avec ses 2 petits frères à Paris. Elle arrive chez son oncle qui lui justement est un petit magasin, un tisserand qui habite en face du bonheur des dames, qui ne s'attendait pas du tout à les avoir là. Et donc il se retrouve avec trois membres de sa famille un petit peu sur le dos et il est assez dur, assez amer avec eux. Et Denise donc a 18 ans, donc a choisi de travailler pour son oncle pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères. Elle doit payer l'apprentissage d'un de ses frères et faire garder le 2e frère qui est encore plus petit. Et ça se passe pas très bien, vous vous en doutez, ça ne se passe pas très bien. Avec son oncle qui est plein d'amertume, c'est difficile, elle gagne pas assez, donc finalement elle choisit, sous la contrainte plus ou moins, parce qu'elle n'a pas le choix, d'aller travailler au bonheur des dames. Là-bas, elle est logée, nourrie, mais les conditions de travail sont très difficiles parce qu'elle est totalement malmenée par ses collègues, elle est maltraitée par tous les gens qui sont autour d'elle, elle est très mal vue. Mais toute l'histoire va reposer sur le fait que Denise va petit à petit réussir à s'en sortir par sa persévérance, par sa douceur naturelle, par sa rigueur, son application, son courage. Elle va réussir finalement à se faire une place petit à petit et se faire respecter de plus en plus et quitte à se faire remarquer par le patron du magasin, Octave Mouret. J'ai beaucoup aimé découvrir tout l'aspect de fonctionnement de ces magasins parce que comme à son habitude, Zola va vraiment décrire tout en détail le fonctionnement de ces petites boutiques et de ces grands magasins, les différences entre les deux, tout le travail du tissu qui sont vraiment
qui est vraiment passionnant à lire, même si on n'y connaît rien. Enfin, c'est toujours très bien, je trouve intéressant de lire Zola pour avoir du contexte historique. Les relations entre les personnages, comme d'habitude, sont toujours très, très fines, très intéressantes. Et j'avais un peu peur au début parce que je me suis dit, oh là là, Denise elle arrive, elle vient de se faire remarquer par Octave Mouret, ça sent l'histoire un petit peu, voilà, un rapport de domination quand même très fort entre elle et Octave Mouret, mais en fait les choses sont amenées plutôt subtilement je trouve par Zola, puisque bah, finalement Denise va être un petit peu la vengeance de toutes les femmes qui ont été malmenées avant par Mouret, en mettant elle-même, comment dire, en ne cédant pas à Mouret justement. Pendant une bonne partie du roman, bref, vous verrez par vous-même, c'est un roman qui entre guillemets finit bien, contrairement à la majorité des romans de Zola où en général ça finit de façon absolument atroce à chaque fois. Là il y a des moments vraiment difficiles, hein. Tout le début du travail de Denise est vraiment empli de situations injustes et insupportables où elle ne s'en sort vraiment pas, où en plus le peu d'argent qu'elle gagne lui est vraiment dévoré par un de ses frères qui dépense, qui fait des bêtises, donc forcément elle est obligée de compenser derrière, c'est assez dur. Et bah aussi de voir aussi tout le déclin des petits commerces à côté qui est vraiment difficile à suivre en fait. On se dit mais est-ce qu'il n'y avait pas une solution, un entre-deux qui aurait permis à tout le monde de s'en sortir? Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, toujours aussi contente de lire Zola, de le découvrir au fur et à mesure. J'ai hâte de continuer à lire cette série des Rougon-Macquart que je trouve vraiment passionnante. Depuis le début, qui a vraiment eu très peu de déceptions, donc je suis très contente de continuer à le lire. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Monica Oreda, qui est une autrice équatorienne qui nous raconte l'histoire de Fernanda, une lycéenne un petit peu insolente qui se passionne pour la littérature, les histoires d'horreur, les creepypasta avec sa meilleure amie Annelise. Et Fernanda un jour se réveille au beau milieu d'une cabane dans la forêt équatorienne, complètement ligotée, et elle a été kidnappée par sa professeure de littérature, Miss Clara. Alors le roman ne va pas tant nous parler de l'histoire de ce kidnapping, mais plutôt de tout ce qui a amené à cette situation. Donc on va revenir un petit peu sur comment dire, le quotidien de Fernanda en fait avec ses amis du lycée, ses réflexions, les défis complètement dangereux, malsains qu'elle se lance avec ses copines. Voilà, elles doivent se scarifier, elles doivent sauter d'un étage, elles se pincent, elles vont draguer des mecs qui sont beaucoup plus âgés qu'elles, enfin elles font vraiment des trucs, elles se cherchent en fait, elles se provoquent. Et en parallèle, on suit aussi toute la réflexion de Miss Clara, qui est en fait une professeure dans un lycée catholique un peu d'élite, hein, où il y a vraiment c'était que des familles très riches qui sont là, donc Fernanda et ses amis font partie de ces familles-là. Et Miss Clara, en fait, elle a été, il y a quelques années, harcelée par des élèves et elle a été agressée chez elle par des élèves et ça a laissé chez elle un énorme traumatisme. Et à côté de ça, elle est hantée obsessionnellement par le souvenir de sa mère qui était vraiment une femme, je pense, on peut le dire, assez atroce, avec elle qui avait des attentes absolument immenses. Et en même temps, elle cherche à ressembler à sa mère, en même temps, elle cherche un peu à une sorte de rédemption vis-à-vis d'elle, enfin, c'est très particulier. Et donc, on a cet entre-deux, ces deux personnages, tout ce questionnement entre ces liens entre femmes qui vont être posés tout le long du livre. J'ai lu Mâchoire en période d'Halloween parce que je cherchais un roman un petit peu dérangeant, un petit peu horreur psychologique, un peu effrayant, et je n'ai pas été déçue, c'était vraiment exactement le genre de livre auquel je m'attendais. C'est dérangeant, c'est poisseux, mais pourtant on continue tout le temps de tourner frénétiquement les pages parce qu'on est happé en fait par tout l'entremêlement, l'entrelacement complexe de toutes ces relations entre femmes, entre sœurs, entre professeurs et élèves, entre mère-fille, entre amis et meilleures amies, et aussi tous ces imaginaires horrifiques qui sont convoqués par l'écriture de l'autrice. Vraiment, je trouve que c'est un livre qui saisit vraiment la complexité de ces liens-là, toutes les tensions que ça peut engendrer. C'est un livre qui parle de peur, d'horreur, de body horror, hein, si je puis dire. Donc c'est vraiment toute l'horreur qui peut être associée au corps et aux déformations du corps. J'en dis pas plus, mais le terme mâchoire n'est pas du tout... le titre mâchoire ne vient vraiment pas de nulle part. Ça parle aussi de la découverte de soi, de la découverte de son corps en tant qu'adolescente, de sa gestion du traumatisme, de l'obsession, des idées obsessionnelles qu'on peut avoir. Il y a énormément de choses qui sont évoquées, donc tous les liens entre femmes que je vous expliquais et toute la complexité de ces liens. Ça parle de désir lesbien aussi, je sais pas si j'ai déjà dit, je sais plus.
Bref, très riche, et tout ça se mélange, on a l'impression, en une espèce de chaos, mais finalement un chaos qui est bel et bien maîtrisé par l'autrice, parce que on voit où elle veut nous emmener, on comprend en fait le cheminement petit à petit, ce qui se passe entre les personnages. Il y a des choses qui sont au début pas très explicites, qui vont au fur et à mesure on va comprendre, on va se rendre compte en fait de ce que ça signifie, de ce qui se passe vraiment entre ces personnages-là. Ça nous parle de traumatisme, d'idées obsessionnelles. On comprend petit à petit aussi qu'il y a des choses qui sont pas très claires au début qui finalement s'éclaircissent petit à petit, progressivement entre les pages. Et c'est assez glaçant parfois quand on a certaines révélations, ou surprenant suivant comment on peut le prendre. Et tout ça c'est sublimé par l'écriture de l'autrice qui oscille entre une espèce de poésie horrifique par moments et un franc-parler très vulgaire à d'autres moments. Les deux s'alternent extrêmement bien, voilà, on a l'impression que c'est très chaotique quand je le raconte, que ça part dans tous les sens, mais en fait c'est vraiment maîtrisé, on le sent, la ligne est claire, on avance, on va dire petit à petit, en ayant un peu des points de vue parfois qui sont un peu éclatés, puisqu'on alterne entre celui de Miss Clara, le point de vue de Miss Clara et le point de vue de Fernanda, plus ou moins. Mais tout ça marche très très bien et on finit par se douter de ce qui a pu amener finalement à la situation telle qu'elle est au tout début de l'histoire, en fait, sur le moment auquel ça commence. Je fais un petit warning que je n'ai pas dit au début, mais vraiment âme sensible, s'abstenir. Il y a vraiment des images qui sont très dérangeantes et très graphiques dans ce livre. Moi je pense que je suis assez sensible à ce genre de choses et je trouvais que ça allait, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent être profondément mal à l'aise en lisant le bouquin, c'est le but hein, forcément, mais voilà, si vous n'aimez pas ça, si ça vous met vraiment mal, passez votre chemin, c'est peut-être mieux pour vous. Je vais vous parler maintenant d'un roman absolument incroyable, qui est Les Oiseaux du Temps, qui est coécrit par Amal El-Mohtar et Max Gladstone. Donc c'est un roman épistolaire, donc un échange de lettres entre deux personnages, entre Rouge et Bleu, qui sont deux guerrières, qui s'affrontent à travers l'espace et différents espaces, différents lieux et différentes époques. Elles sont chacune dans un camp opposé qui se font la guerre depuis toujours, visiblement. Et un jour, par provocation, Rouge écrit à Bleu. Sauf que Bleu choisit de répondre. Et à partir du moment où Bleu choisit de lui répondre à cette première lettre, il va commencer à se mettre en place un échange entre elles qui va être régulier, toujours par lettre, au fur et à mesure. Et ce qui commençait par de la provocation va bientôt se muer en curiosité, et puis bientôt va se créer un attachement entre ces deux femmes. Ces deux femmes vont tomber amoureuses, mais elles prennent d'énormes risques en fait en s'écrivant, puisque ça veut dire qu'elles trahissent entre guillemets leur camp si elles parlent à quelqu'un d'autre, et elles ont l'impression aussi d'être suivies par une espèce d'ombre qui les espionne et qui semble épier leurs faits et gestes. Alors ce qui est très intéressant dans Les Oiseaux du Temps, c'est que toutes les lettres qu'elles s'écrivent nous sont transmises de façon écrite, forcément c'est un livre, mais dans leur univers, ces lettres en fait sont codées pour ne pas être détectées, pas vues par leurs supérieurs, pour pas qu'on remarque qu'elles s'écrivent, et donc elles se laissent des messages codés, donc ça peut être, et c'est toujours renouvelé. À chaque fois la lettre est codée d'une différente façon. Par exemple, l'une va programmer une abeille pour que l'abeille dessine des lettres dans l'air que l'autre pourra lire. Il y en a une qui met à disposition des espèces de plantes qui vont avoir une odeur qui donne des hallucinations et qui permet de transmettre le message qu'on voulait faire passer. Je crois aussi qu'il y a des signaux de fumée à un moment donné. Bref, en fait, elles renouvellent sans arrêt leurs moyens de communication, leurs moyens de transmettre leurs lettres pour ne pas se faire repérer. Et donc chaque nouvel échange va être l'occasion de renforcer leurs liens, d'apprendre à se connaître un peu plus. Ça va être de plus en plus personnel, de plus en plus intime entre ces deux femmes. Et l'écriture sublime vraiment cela, parce qu'on est vraiment sur une écriture qui est très belle, avec beaucoup de descriptions de détails, de beaucoup d'élégance, qui fait qu'on est vite touché par les sentiments de ces deux femmes. Et finalement le sujet n'est pas tant un récit de science-fiction à travers le voyage dans le temps, c'est plutôt en fait le cœur du livre, c'est vraiment l'échange entre ces deux femmes qui viennent de deux camps opposés, qui se font la guerre et qui apprennent à se connaître et qui échangent en fait parfois des choses très simples. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu aimes telle chose? C'est assez simple et ça fonctionne pourtant très bien. Pour ne rien vous cacher, j'ai voulu faire une vidéo dédiée à ce livre parce que je le trouve absolument passionnant. Et je trouve qu'on pourrait en faire vraiment une adaptation vidéoludique très intéressante. Habituellement, quand je parle des jeux livres et des jeux vidéo, je parle plutôt des jeux qui ont adapté des livres, mais là c'est la première fois où ça me fait ça, je lis un livre et je me dis que ça pourrait faire un excellent jeu vidéo. Il y a tout un aspect où le fait que les personnages en alternent de point de vue entre les deux personnages, je trouve que c'est génial. Ces deux femmes qui ont des pouvoirs particuliers, on dirait un petit peu des... Il y en a une, on dirait un peu
un automate, un mecha. J'ai vraiment eu des images très précises de jeu en fait, en l'imaginant, un de ces personnages. Je voyais vraiment les automates de Nier Automata, de Steel Rising ou de Lies of P. Je voyais vraiment un personnage se déplacer de cette façon-là, avoir une gestuelle similaire, on va dire. Et puis, il y a quelque chose de très forcément très cinématique, très cinématographique, pardon, dans les visuels qui sont décrits. Je voyais vraiment de belles cinématiques, un peu à la Final Fantasy en quelque sorte. Je voyais bien des phases de combat qui s'alterneraient avec des phases d'énigmes, en fait, pour déchiffrer la lettre que l'une a laissée à l'autre, et une alternance comme ça qui était super intéressante. Bref, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus, et je trouve que c'est très fort parce que ça m'a rarement fait ça en lisant un livre, j'ai rarement eu cette sensation-là, et ça m'a vraiment interpellée tout le long de ma lecture. Donc peut-être que je ferai cette vidéo un jour, j'espère, parce que je trouve que le sujet est intéressant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée tout au long de ma lecture. Donc si vous aimez si vous avez envie d'une lecture un petit peu originale, vraiment foncez, c'est magnifique, c'est très beau, à la fois dans l'écriture, à la fois dans ce que ça décrit. Voilà, histoire d'amour forcément, c'est joli, mais c'est vraiment malin, je trouve que c'est bien fait. Et voilà, en reparlant de ce livre, je me dis que ça vaudrait vraiment le coup que je fasse une vidéo dédiée pour parler de toute sa richesse et d'aller un peu plus dans le détail, parce que ça a été un vrai coup de cœur sur le moment. À la base, je l'avais juste pris sur ma liseuse et je l'ai acheté en physique pour le relire et reprendre des notes dedans, parce que j'ai vraiment été complètement captivée par ma lecture et fascinée par cet ouvrage. Une petite chose à noter, c'est que les autoristes ne savaient pas forcément ce qu'écrivait l'autre. Je crois qu'ils se sont vraiment écrits de façon interposée pour rendre plus réaliste en fait leur écriture. C'est ce que j'avais cru comprendre en lisant une de leurs interviews. Donc super intéressant. Et apparemment ils vont adapter, ils ont vendu les droits pour que ce soit adapté en série, donc à suivre, parce que peut-être que ça peut être assez intéressant à suivre comme adaptation aussi. J'enchaîne toujours avec de la science-fiction et j'en profite pour faire une petite aparté. J'ai remarqué que cette année j'avais lu beaucoup de science-fiction par rapport à d'habitude, puisque d'habitude je n'en lis quasiment pas. Ce qui est étonnant parce que c'est un genre que j'apprécie énormément à travers notamment les jeux vidéo et le cinéma par exemple. J'aime beaucoup ce que fait le réalisateur Denis Villeneuve qui a fait notamment le remake de Blade Runner, enfin le remake, la suite de Blade Runner, aussi Premier Contact qui est un film que je trouve génial. Mais c'est vrai que j'en lisais pas beaucoup, donc je me suis remis cette année avec grand plaisir parce que tout ce que j'ai lu était globalement très intéressant, et notamment j'ai lu ce diptyque de Becky Chambers, donc un psaume pour les recyclés sauvages, suivi de une prière pour les cimes timides. Becky Chambers, vous en avez sans doute peut-être entendu parler, vous en avez sans doute entendu parler parce que je trouve qu'on l'a beaucoup vu sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, j'ai l'impression. Donc moi forcément ma curiosité a été piquée par le travail de cette auteurice et je n'ai pas été déçue. Un psaume pour les recyclés sauvages, ça va nous raconter l'histoire de Dex, un moine itinérant, donc qui se déplace en fait de village en village, de ville en ville, pour servir du thé, des infusions qui correspondent aux besoins des personnes. En fait, c'est une personne qui discute avec des gens et qui les réconforte en fait en discutant et en leur offrant un thé, une infusion qui leur va bien. Donc c'est un travail, je dirais, un petit peu pas de psychologue, mais vous savez, de care, enfin c'est prendre soin des autres en fait en leur apportant ça. Et lors de son voyage, Dex rencontre un robot qui se réveille d'un sommeil qui a duré pendant des siècles. Et le robot se réveille avec une question très précise et un but très précis. Il veut savoir de quoi a besoin l'humanité. J'ai beaucoup aimé ces deux ouvrages parce qu'ils se présentent un petit peu sous la forme d'un conte philosophique, ou en tout cas d'une quête initiatique, à la recherche un peu du but d'une existence en fait, parce qu'une des grandes questions du livre ça va être un peu ce que Dex veut dans la vie. Dex réalise en fait que Yael a déjà changé de parcours et Yael se dit qu'il ne va peut-être pas rester sur ce parcours toute sa vie et peut-être encore changer par la suite. Donc il y a un petit peu tout son questionnement existentiel sur ce qu'elle a envie de faire. Il y a la question du robot, bien sûr, de quoi les gens ont-ils besoin, et qui va être au contact des personnes pour essayer de comprendre, de trouver ça. C'est une écriture très belle, très douce, bienveillante, je trouve. Ça se passe dans un univers qui n'est pas dystopique, justement, ce qui est souvent le cas dans la SF, et là je trouve que c'est pas le cas. On est plutôt sur quelque chose d'assez positif, finalement, un futur qui est plutôt positif, et ça fait du bien, parce que souvent les histoires de SF se passent dans des univers catastrophiques, apocalyptiques, c'est... Bref, voilà. Vous allez voir avec l'exemple d'après, on va vraiment être dans le total inverse, mais bon, c'est bien d'avoir les deux.
Donc voilà, des réflexions sur le but de l'existence, sur la nature qui l'entoure. Il y a quelque chose de la société qui est montrée en fait dans ces romans, c'est un petit peu une société qui est allée vers la décroissance, c'est-à-dire que les technologies ont été fortement limitées parce que justement les humains ont eu une peur d'être dépassés par la technologie, ont vu en fait tous les aspects néfastes que ça pouvait apporter. Et donc maintenant ils choisissent de vivre avec beaucoup moins, plus simplement, de revenir à des choses plus simples, plus essentielles finalement. La technologie n'est pas bannie bien sûr, ils utilisent des appareils, des petits ordinateurs par exemple, des choses comme ça, mais c'est pas omniprésent finalement, ils sont revenus à des choses basiques. Et je trouve que c'est une belle démonstration aussi, peut-être que ça peut sembler, comment dire, extrême, mais en fait dans leur société ça a l'air de très bien fonctionner peut-être de cette façon-là. Dans la nouvelle société humaine ça a l'air de bien fonctionner de cette façon-là, et je trouve que c'est une belle façon, une façon positive en fait de montrer la décroissance et de montrer les intérêts que ça peut avoir aussi. Donc il y a aussi toute une réflexion par rapport à ça qui est menée dans ces deux romans que j'ai trouvé très intéressante. Et voilà, donc je suis curieuse de lire d'autres romans de Becky Chambers. J'en ai un qui m'attend, je sais plus, je crois que c'est un espace... Oh, je sais plus le titre, je le retrouverai bien, qui m'attend, que je vais pouvoir commencer à lire. Mais en tout cas, je trouve que si vous voulez des lectures qui changent, un peu originales, avec un point de vue un peu plus positif, vraiment lisez ces deux livres courts qui sont vraiment des deux petites pépites et je vous les recommande très chaudement. Je m'attaque à un gros morceau avec la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin, qui est un auteur chinois. J'ai entendu parler de cette saga il y a un moment déjà, parce que j'avais trouvé, je sais plus, un des 3 romans, donc c'est composé de trois petits pavés. Le problème à 3 corps, La forêt sombre et La mort immortelle. Et La forêt sombre, en fait, je ne savais pas que c'était une trilogie, j'avais mis La forêt sombre de côté dans ma wishlist depuis moultes années, jusqu'à ce que mon amie Sweet en parle sur un de ses lives où elle fait justement un peu le bilan de toutes ses découvertes culturelles, cinéma, jeux vidéo et livres sur le mois, série aussi. Et elle a parlé justement du dernier tome par lequel elle a commencé parce qu'elle ne savait pas que c'était une trilogie. Elle a commencé par La mort immortelle et elle a expliqué un petit peu sa lecture et ce qu'elle en avait pensé. Et ça m'a vraiment donné envie de commencer la trilogie. Donc je me suis pris les 3 livres sur ma liseuse et j'ai emporté ça en voyage pour les lire. Et ça a été une immense claque. Ça a été une immense claque et j'essaie de réfléchir à comment je peux vous résumer ces livres parce que c'est quand même assez dense. C'est très difficile et je n'ai pas envie de vous en dire trop parce que justement l'intérêt de ces livres pour moi repose principalement sur l'aspect surprise, découverte et cet effet de surprise qu'on va avoir très régulièrement qui revient en permanence dans les livres. Chaque nouvelle découverte en fait nous fait prendre conscience d'une dimension en plus dans tout ce qu'on imaginait de base. Concrètement, c'est une histoire qui s'étale sur plus de 500 ans où on va suivre différents personnages. Ça raconte l'histoire de l'humanité et de comment on garantit la pérennité de notre espèce à travers l'histoire, à travers le temps et l'espace, tout en se concentrant principalement sur le point de vue chinois, même si ça concerne toute l'humanité. Dites-vous que l'histoire commence vraiment fin des années 60, c'est la révolution culturelle en Chine, et un personnage, une femme, une astrophysicienne, va participer à un projet spatial top secret mené par la Chine, et on va dire que tout va découler tout va partir de là principalement. Tout le long de cette saga, voilà, Liu Cixin il convoque des concepts scientifiques, des concepts d'astrophysique qu'il va toujours très bien expliquer, ce qui fait qu'on n'est jamais trop largué, qui sont passionnants à découvrir, qu'il décrit très bien, qui sont passionnants à découvrir, qu'il utilise de façon très judicieuse pour faire avancer l'histoire, pour nous surprendre, pour nous faire prendre conscience de toute la densité, la profondeur en fait de l'univers. Et je trouve que c'est des livres qui nous font vraiment prendre conscience d'à quel point on est un grain de poussière dans l'univers, à quel point on n'est vraiment rien du tout. C'est des livres qui sont, je pense, le meilleur terme pour le décrire, qui sont vertigineux. Vraiment, il y avait des moments où je lisais le livre, j'étais vraiment prise de vertige en me disant mais genre vraiment il est en train de se passer tel truc, il y a telle chose qui se passe mais ça nous dépasse complètement, enfin on peut pas... Vraiment, c'est... Tout le long du livre, ce n'est que ça, comment dire, c'est dinguerie sur dinguerie, il se passe des choses absolument incroyables, des concepts qui nous dépassent, auxquels on n'a pas du tout l'habitude d'être confrontés, qui arrivent, et ouais, c'est comment l'humanité peut se servir de ces concepts pour s'en sortir, ou comment justement elle est parfois dépassée par ces concepts aussi. C'est vraiment passionnant, je pense qu'on ne comprend rien à ce que je dis là quand j'explique, mais c'est que je ne veux vraiment pas vous spoiler en fait, il faut le lire pour le comprendre et pour y croire. Et enfin vraiment,
le livre repose vraiment sur tous ces rebondissements qui se basent sur ces nouveaux concepts qui sont vraiment vertigineux, et ça peut sembler très, comment dire, très fourre-tout comme ça, mais en fait la narration est totalement maîtrisée de début jusqu'à la fin, et c'est ça qui est assez impressionnant et qui fait que c'est une œuvre pour moi vraiment très puissante, finalement, très très puissante, dans le sens où elle nous fait ressentir ce côté frisson de l'espace, vraiment on le ressent en lisant cette trilogie. Alors, beaucoup de gens, j'ai vu quelques personnes qui critiquaient la cohérence scientifique de ce que décrit Luc Chijin. Moi, ça me fait toujours rigoler qu'on critique ça dans des livres de science-fiction. Voilà, le mot fiction devrait vous donner quelques informations, mais visiblement, il y a des gens qui n'ont pas compris le message, je crois. Bon, bref, chacun a sa façon d'interpréter les choses, mais moi, en attendant, je m'attends pas à ce qu'avoir des descriptions de faits scientifiques réels, avérés dans un roman de science-fiction, même si globalement, les concepts dont s'inspire Luc Chijin sont des concepts qui existent vraiment, qu'il décrit et qu'il explique, et après il s'en sert pour faire son histoire, donc forcément il y a des choses qui sont sans doute un peu déformées. Alors je vous parlais avec Beckett Chambers d'une vision plutôt positive de l'avenir, du futur. Bon, chez Luc Chijin on est sur une vision plutôt pessimiste de l'humanité, je dirais, mais que je trouve pas à charge, dans le sens où c'est quelqu'un qui prend toujours le temps de bien décrire la complexité des interactions humaines, de bien montrer tous les enjeux qu'il y a derrière, des camps, des intérêts politiques et économiques à chaque fois qui entrent en jeu, aussi des parcours personnels et individuels qui font que tel personnage vont faire tel choix par rapport à d'autres, et ça c'est très bien, et je trouve qu'il l'articule aussi très bien, tous ces différents... tous les choix et les décisions de ces différents personnages sont très bien montrés et racontés. Que dire de plus? Je pense qu'on comprend pas trop de quoi je parle, parce que j'évite de trop en dire sur l'histoire, parce que je pense vraiment qu'il faut découvrir les choses en le lisant. C'est vraiment ça qui va vous donner encore plus cet aspect vertigineux et impressionnant et perturbant au départ. Si vous aimez la SF, mais foncez, vous ne pouvez qu'apprécier ces livres. Ils sont vraiment... par moments ils sont même majestueux en fait, tant les descriptions sont impressionnantes. Il décrit des phénomènes à des moments, enfin c'est... on se dit mais il est vraiment en train de nous décrire ça, enfin vraiment je visualisais des espèces de scènes avec des planètes, enfin c'était complètement presque... enfin ouais, très très impressionnant. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous aimez la science-fiction, l'astrophysique, enfin c'est un roman qui peut que vous plaire. Si vous voulez débuter la SF par ce bouquin, pourquoi pas, ça peut être un très bon moyen de le découvrir et en tout cas de se faire plaisir. Par contre, je pense qu'il faut quand même que je fasse une petite mise en garde, c'est sur la complexité, la densité des romans. Il y a quand même beaucoup de personnages, des personnages qui sont principalement des personnages avec des noms chinois, donc forcément parce qu'ils sont chinois. Donc je trouve que c'est pas forcément des noms qui sont faciles à retenir quand on n'a pas l'habitude, tout simplement. Il y a aussi le fait qu'on alterne entre plusieurs lignes temporelles. Parfois on va avoir une ligne temporelle qui se passe dans les années 60 et passer à une ligne temporelle qui se passe 100 ans, 200 ans après, donc ça faut suivre un peu quand même. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Un autre petit point avant de finir, j'avoue que j'ai eu des doutes pendant ma lecture sur la vision des femmes de Luc Chijin. Je m'explique, il y a un personnage féminin qui est longtemps, comment dire, loué pour sa jeunesse, sa beauté, qui va rester pendant un moment et qui est valorisé, qui est montré pour son côté maternel, et justement c'est son côté maternel qui la pousserait à faire certaines erreurs, etc. Je trouvais qu'il y avait un peu une vision assez... je trouvais que c'était un peu limite misogyne par certains moments, mais l'auteur contrebalance ça sur le dernier volume, donc je me suis dit ok, très bien, ça passe, ça peut être intéressant de le montrer comme ça, pourquoi pas. Par contre, il y a un autre personnage féminin où là ça m'a vraiment dérangée, et pour le coup j'ai pas vraiment trouvé d'explication. Je sais pas si l'auteur le critique ou le fait exprès pour le montrer comme une critique, ou si c'est vraiment... très bizarre. On va dire qu'à un moment donné, un personnage masculin se retrouve avec beaucoup de pouvoir. Et il est en fait, il peut avoir ce qu'il veut. On lui dit qu'est-ce que t'as besoin, et il dit moi j'aimerais bien trouver l'amour de ma vie. C'est telle femme, elle correspond à ça. Il fait sa commande en fait, il passe sa commande au Père Noël et il envoie un mec chercher une meuf qui correspond à ces critères-là. Donc c'est une meuf qui s'est imaginée, c'est la femme de sa vie, de ses rêves. Et le mec qui est parti la chercher trouve cette femme, la ramène chez le gars qui demandait cette femme-là. Et en gros elle devient sa femme quoi. Et vraiment, je vous jure, premier degré, c'était tellement bizarre à lire. Après, la femme est consentante de venir faire ça, etc. Elle est contente de devenir sa femme et de vivre avec lui. Mais c'était si bizarre comme moment, et je pense que, à mon avis, l'auteur cherche par là à nous montrer que le mec avait vraiment les pleins pouvoirs et qu'on répondait à tous ses caprices sans se poser de questions. Et en fait, c'est une relation qui forcément va être extrêmement artificielle, puisque
ça s'est créé sur un mec qui a demandé avec des critères à une femme qui correspondait à ses critères. Et je sais pas, mais en même temps c'est un peu... comme on est du point de vue de ce gars-là, c'est totalement romancé, c'est totalement... il a vraiment une vision très romantique de cette rencontre, etc. Alors que finalement, c'est lui qui a fait sa liste au Père Noël et c'est un mec qui a été lui chercher, quoi. Donc c'est très bizarre. Je me demande si c'est pas une volonté de Liu Xijin justement de critiquer cet aspect-là. Je pense que je vais le prendre comme ça, mais j'avoue que ça m'a un peu dérangée à ma lecture. Je suis curieuse si des gens l'ont déjà lu, ce qu'ils en ont pensé, parce que c'est un aspect qui m'a un peu troublée et où je n'ai pas vraiment trouvé d'explication. Donc bref, voilà, hormis cet aspect-là où je n'ai pas vraiment de réponse, foncez, c'est une très belle trilogie, une très grande trilogie avec une grande qualité d'écriture, de narration, passionnante, entêtante, vraiment elle vous obsédante presque je pourrais dire, vraiment j'ai des images qui me restent encore en tête de ces romans, enfin j'y pense régulièrement. Ils vont faire une adaptation Netflix apparemment, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Moi j'ai peur, je pense que ça va être très complexe parce qu'il y a des choses que seule l'écriture peut transcrire, je pense, de la bonne façon. Mais à voir, je risque peut-être d'être surprise. Je termine cette vidéo avec de la poésie, donc les poèmes d'Emily Brontë. Qu'est-ce qui m'a donné envie de lire Emily Brontë? Eh bien, en début d'année, je crois, j'ai été voir le film Emily qui parle justement de la vie de cette autrice, de ses inspirations. Et ça m'a vraiment... c'est un film qui m'a... avec beaucoup de sensibilité, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et je suis sortie du cinéma en me disant il faut absolument que je me procure un recueil d'Emily Brontë pour lire sa poésie parce que ça a l'air incroyable. Et je n'ai pas été déçue du tout. J'ai vraiment retrouvé tout cet univers, cette ambiance que j'ai aimée dans le film. C'est sombre, c'est torturé, c'est empli d'émotions, de passion. On a une nature qui est aussi belle et douce qu'amère et violente finalement. On retrouve des thématiques que moi j'aime beaucoup en poésie, l'aspect solitude, les sentiments exaltés, la thématique de la mort. Oui, je suis un petit peu émo, hein, on va pas se mentir, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique, elle a une écriture qui est très sensible, très belle, ça me touche énormément à chaque fois que je lis des poèmes, ça me transporte en fait quand je lis des poèmes d'Emily Brontë, donc j'ai adoré, c'était une sacrée découverte de poésie. J'ai pas lu trop de poésie cette année aussi, donc c'était aussi à un moment, ça a été un petit peu une bulle pour en profiter, donc j'ai bien apprécié. Donc voilà, si ça vous parle, si c'est votre cam, mais n'hésitez pas, foncez, vous ne serez pas déçus je pense. Oh, et avant de vous quitter, j'ai quand même envie de faire une petite mention spéciale aux travaux de Christopher Paolini. Donc là en fait il s'agit d'un ouvrage qui est entre guillemets une petite suite de la saga de fantasy Eragon que vous connaissez peut-être. Donc là c'est La sorcière, la fourchette, la sorcière et le dragon. Donc c'est un roman en fait qui prend place dans l'univers d'Eragon, mais qui est... Enfin c'est des petites nouvelles en fait qui prennent place dans l'univers d'Eragon, mais qui ne poursuivent pas l'histoire principale. Si vous ne savez pas, Eragon c'est une saga de fantasy qui m'a énormément marqué quand j'étais jeune. C'est une saga que j'aime beaucoup, pour plein de raisons. Et j'avoue que j'attendais rien de particulier en fait en lisant cet ouvrage, et je trouve qu'il est en fait très plaisant à lire, très agréable, très réconfortant en fait pour les gens qui sont fans de cet univers. C'est plaisant en fait de voir l'auteur qui retrouve son univers et qui met sa petite patte, comment dire, qui partage... je sais pas comment dire, on sent que c'est un univers qu'il apprécie, qu'il chérit, et ça se sent beaucoup dans son écriture. Et voilà, c'est de la littérature jeunesse, hein, donc il n'y a pas une écriture qui est avec une grande prétention, mais je trouve que ça passe toujours très bien. Et je trouve qu'il a pas mal d'idées, c'est des univers qui, voilà, on sent la grosse influence du Seigneur des Anneaux derrière, mais je trouve qu'il arrive à avoir des idées propres qui sont très originales et qu'il maîtrise bien, notamment dans Eragon, la connexion entre le dragonnier et son dragon, la connexion mentale qu'ils ont, et plein d'autres petites choses, de petits détails qui je trouve ont leur importance et font que c'est une saga qui a quand même sa propre identité finalement. Et plus généralement en fait, j'ai lu d'autres œuvres de Paolini cette année, j'ai lu deux de ses romans de science-fiction justement, To Sleep in a Sea of Stars et Fractal Noise, qui sont voilà, des romans de SF, ma foi, sans grande prétention non plus, qui sont plutôt dédiés à la jeunesse je pense, mais qui sont quand même intéressants et qui, pareil, on sent qu'il y a une influence de choses très connues type Alien, ou vous savez les huis clos dans l'espace, ce genre de choses. Mais en même temps, il y rajoute toujours sa petite touche personnelle qui fait que ça marche bien, et voilà. Et globalement, j'ai été contente de retrouver le travail de cet auteur cette année. Pourquoi? Parce que je l'avais lu il y a très longtemps quand j'étais jeune, et j'avais peur en le relisant, vous savez, quand on a lu des auteurs jeunes et qu'on les relit après, on se dit oh là là, peut-être que mon avis va avoir changé, peut-être qu'en fait c'est un auteur qui a plein d'idées super, comment dire, red flag, vous savez, genre c'est un mec peut-être qui est raciste ou misogyne, j'en sais rien. J'ai toujours un peu cette appréhension-là, et franchement, en relisant l'œuvre de Paolini, pas du tout. J'ai même trouvé qu'il y avait encore plus cet aspect très bienveillant et sain dans ses œuvres, et plein de petites, comment dire, de petites idées qui font sa patte finalement.
Et ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver cet auteur qui m'a marqué quand j'étais jeune et de voir que bah, son écriture est toujours aussi chouette et en phase en fait avec ce que je suis aujourd'hui et ce qu'est le monde aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite mention pour ça, que ça m'a fait plaisir de retrouver cet auteur et ça fait partie aussi de quelque chose qui m'a, comment dire, c'est pas des lectures qui étaient extraordinaires, mais c'était des lectures qui étaient assez réconfortantes et plaisantes à lire et rien que ça, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était plus long que ce que je pensais faire au départ, mais bon, que voulez-vous, j'avais plein de choses à dire. J'espère que l'année 2024 sera riche en lecture pour vous, que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année, et d'ici là, bah, portez-vous bien et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut!